Salut à tous les aventuriers. Ça y est, la saison La Légende a connu son épilogue. C'est l'heure du bilan et c'est tout de suite. Alors, koh La Légende. Ah là là, quelle saison. Je pense qu'on est tous un peu désarçonnés par toutes les histoires qu'il y a eu. En tout cas, moi, personnellement, je savais plus trop où donner de la tête après la finale et le dénouement sans vainqueur. Je trouve ça triste, en fait. C'est l'émotion qui domine chez moi, la tristesse. Je trouve ça triste pour le programme que les légendes du jeu ont gâché la fête d'anniversaire. Puisqu'à la base, c'était censé être ça, hein. C'est les 20 ans, c'est un anniversaire. Bref, c'est dommage. La sanction finale, je prends ça comme une disqualification. Un peu comme au cyclisme, quoi, hein. Quand on est contrôlé positif pour dopage, on est disqualifié. Bah là, c'est pareil. Comme à l'époque des Tours de France de Lance Armstrong, il y a un trou dans le palmarès. Bien voilà, là c'est pareil, c'est une saison sans gagnant. Du coup, avant de commencer le bilan, je précise en préambule que je ne parlerai pas des affaires de triche. Déjà parce que j'estime qu'on n'a pas tous les éléments, donc je vais m'abstenir de dire des bêtises sur un sujet que je maîtrise pas. Et deuxièmement parce qu'en dehors des tricheries, on a eu une vraie saison de koh. Bon, je connais pas l'ampleur de la triche, mais je pense que l'impact sur la saison reste relativement faible. En gros, s'il n'y avait pas eu de triche, on aurait eu à peu près la même saison, je pense, avec la même finale. Bon, peut-être que je me voile la face, hein, mais j'ai envie d'y croire en tout cas. Donc je suis parti de ce postulat dans ma vidéo, et c'est pour ça que je ne ferai pas référence aux affaires de triche. Pour ceux que ça intéresse, j'ai lancé une question dans un post sur l'onglet communauté à propos de la triche. Ça me permettra d'écrire quelques brèves réflexions sur la triche vue par la spirale dynamique. Si vous voulez participer à la discussion, vous êtes les bienvenus. Voici le sommaire de ce bilan. On parlera du thème de la saison en premier avec ce twist de l'île des bannis et parallèlement on parlera rapidement du déroulé de la saison. Après on verra les enseignements stratégiques qu'on peut en tirer. Ensuite un point sur la personnalité des candidats et l'impact que ça a eu sur le jeu. On élira dans la foulée le MVP de la saison et on finira sur les résultats du petit jeu des pronostics que j'avais lancé dans ma vidéo sur les prévisions de la saison. On commence donc par parler de la saison en général. Je vous propose de faire les choses dans l'ordre. Partons donc du début. Une nouveauté de la saison, ça a été que les équipes n'ont pas été directement constituées. Il y a eu avant cela une phase équivalente à l'après-réunification, donc en individuel, avec deux tribus distinctes, les hommes et les femmes. Alors théoriquement, cela aura pour conséquence d'aider les candidats les moins bons sur les épreuves. On sait que dans une saison All-Stars, ça peut être compliqué pour eux. Habituellement, on élimine les moins forts de l'équipe pour avoir plus de chances de remporter les immunités et ne pas revenir au conseil. Dans cette configuration, c'est l'inverse qui est censé se produire. On élimine directement les plus forts qui nous empêchent de gagner les épreuves et à long terme de gagner koh. Et ça permet de créer des alliances avec des personnes qui seront dans l'équipe adverse quand la partie en équipe commencera. En gros, ça permet plus facilement l'utilisation de la stratégie. C'est les mêmes apports qu'un swap, hein, en fait. Bon, tout cela est très théorique. On va se pencher maintenant sur ce qui s'est passé dans la vraie vie. Et dans la pratique, le premier point ne s'est pas trop vérifié. C'est surtout les alliances pré-game qui ont régné sur le camp. Du coup, malgré la configuration avantageuse pour lui, Patrick s'est fait éliminer dans cette première partie d'aventure. Bizarrement, on a eu l'élimination de Cindy dans la tribu des femmes aussi, ce qui à mes yeux était complètement absurde, hein. Cindy n'était ni dangereuse sportivement, et vu le casting, elle n'est pas dangereuse non plus pour la victoire finale dans une saison All-Stars où le jury final prendra en compte les performances sportives des finalistes. En bref, Cindy, c'était un profil de stratège, pas dangereux, et qui aurait pu magnifiquement servir de GOAT. Pour moi, c'était la fille avec qui être allié et essayer d'aller loin avec elle, puisqu'on sait qu'elle ne se laissera pas faire, hein. Elle a des compétences dans la stratégie, dans l'influence.
Donc ouais, je pense que c'était un très mauvais choix d'éliminer Cindy au tout début. En revanche, le deuxième point cité, lui, c'est bien réalisé, hein. Chacune des tribus ont voulu faire une alliance en songeant à la suite, avec plus ou moins de succès, on va développer ça. Juste avant, je termine sur cette première partie en disant qu'on a aussi eu l'élimination d'Hugo, de Karima. Maxime et Clémence ont failli y passer aussi. Tout cela est très logique, hein. Encore une fois, en cause un manque de stratégie défensive par l'insertion d'alliances, soit en pré-game, soit sur le camp, et une étiquette de double vainqueur en ce qui concerne Clémence. Alors tout cela, ce sont des arguments un peu hors jeu, on va dire. Donc c'est dommageable d'un côté. Maintenant, il faut l'accepter, hein. Il n'y a pas 100 000 solutions. Quand on fait une saison All-Stars, voilà, ça se passe comme ça, c'est la vie. C'est difficile d'en vouloir aux candidats de faire une alliance pré-game, hein. Eux, ils font que s'adapter à la situation finalement pour augmenter leurs chances de gagner. D'autant plus que les relations entre candidats peuvent se faire indépendamment de la volonté de faire une alliance pour une saison commune dans le futur. En fait, c'est juste qu'ils sont devenus amis dans la vraie vie. Et dans ce cas-là, l'alliance n'est qu'une résultante logique d'une amitié qui s'est construite naturellement, donc sans stratégie. Dans ma vidéo sur les alliances dans koh j'avais distingué les alliances naturelles par affinité et les alliances volontaires par stratégie. Eh bien, après réflexion, je pense que les alliances pré-game sont plus naturelles que volontaires. Bon, en conclusion, moi j'ai bien aimé cette première partie, et puis ça a permis à la production aussi de rajouter des épreuves individuelles. Ils aiment bien faire ça, hein, dans une saison All-Stars, mettre en avant les performances des candidats sur les épreuves. Surtout cette saison, qui est un peu un All-Stars parmi les All-Stars, hein, puisque c'était la saison anniversaire de l'émission. Ils nous ont mis 13 obstacles sur le parcours du combattant. Ils nous ont même trouvé le moyen de mettre des épreuves individuelles dans la partie en équipe, hein, comme celle où Thé, Claude et Phil ont gagné, ou l'épreuve du paresseux aussi. Alors ça, j'ai pas du tout aimé, hein, par contre. Également, il fallait bien évidemment que le record de l'épreuve du paresseux tombe, donc ils l'ont fait tôt dans la saison, et dans sa version classique, et qui plus est, aucun changement de règle, tant que le chrono n'avait pas dépassé les fameux 3 heures et 11 minutes. Aussi, toujours dans cette logique de mise en avant des épreuves, on a retrouvé le principe du combat des héros, où chaque éliminé se retrouve sur une île avec la possibilité de réintégrer le jeu à la réunification et à l'orientation en gagnant des épreuves dans une arène. Donc en bref, on retrouve bien la marque de fabrique des saisons All-Stars, une augmentation des catégories survie et épreuves. Bon, pour la survie, c'était juste au début, hein, avec la suppression des épreuves de confort. En revanche, il y a eu un nombre d'épreuves considérable, 35 épreuves en 36 jours, et même une possibilité finale de gagner la saison en étant uniquement fort dans la catégorie épreuve. Autre conséquence du twist de l'île des bannis, ça perturbe le jeu des alliances dès l'entame de la réunification. Donc finalement, c'est un twist qui paraît pas au premier abord, mais qui apporte aussi un peu de stratégie. Et ça crée des profils de gagnants, puisque les rescapés de l'arène ont l'étiquette du survivant. Si le parcours est exceptionnel, comme cette saison avec Hugo, l'étiquette se transforme même en phénix et le profil de gagnant du candidat devient extrêmement prononcé. Je reparlerai bien sûr des performances d'Hugo plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. Donc maintenant, sur la partie en équipe. Déjà, je voulais dire que j'ai bien aimé le mode de sélection des équipes. Ils ont fait ça sur une épreuve. Presque chaque candidat a dû faire un choix, sauf ceux qui ont été choisis en dernier. Et il y a un argument qui est ressorti à plusieurs reprises dans la partie en équipe pour justifier des décisions de vote quand ils allaient au conseil. C'est le « je n'ai pas envie de voter contre lui parce que je l'ai choisi ». C'est un argument qui est ressorti 3 fois. Alix qui a dit ça pour Laurent, Christelle en parlant de Sam et Alexandra pour Théé. Alors c'est bizarre comme argument, non? C'est même pas rattachable à une alliance, où là ce serait compréhensible comme remarque. Alors moi perso, ça m'a fait penser à la théorie de l'engagement, dont j'avais parlé dans ma vidéo sur la manipulation, à savoir que les individus sont prisonniers de leur choix.
C'est quand quelqu'un fait un choix en toute liberté qu'il est le plus sujet à rester sur ses positions. On va soutenir le choix a posteriori pour se justifier qu'on a fait le bon choix. Donc j'ai bien aimé cette façon de composer les équipes, même si je ne pense pas que la production avait calculé tout ça, ça a permis quelques petites complications au niveau des votes. Dans cette partie en équipe, on a eu l'Alliance des femmes qui a volé en éclats. Bon, en même temps, elle réunissait les deux caractéristiques qu'il ne fallait pas, le nombre et la stratégie. On en reparle dans la prochaine rubrique de la vidéo. Au contraire, celle des hommes a bien tenu pour les raisons dont on a déjà parlé avant. Elle est en partie pré-game, donc par affinité, donc plus solide. Ensuite, une formule modifiée aux ambassadeurs qui donne presque les pleins pouvoirs aux survivants de la reine, exactement comme l'ambassadeur secret de la saison Les Armes Secrètes. On a eu droit au retour de bâton qui a fini par arriver sur Kumba. J'ai été assez surpris, moi, de la part de Kumba, quelle est la volonté de faire une stratégie entre filles au tout début. C'est quand même une grosse erreur qui lui coûtera sa place. Elle n'avait pas besoin de ça, hein. Elle a fait, c'était juste avant la composition des équipes, alors qu'elle avait des alliés naturels comme Claude par exemple. En fait, quand on a des envies comme vouloir absolument que des filles en finale, c'est tellement éloigné de la théorie du jeu que c'est comme se mettre des obstacles à soi-même en plus. Comme si c'était pas suffisamment dur de gagner koh Lanta, mais Kumba, avec cette stratégie, elle s'est rajoutée de la difficulté. Donc c'était mal joué dans le fond et dans la forme. Dans le fond parce que monter une stratégie d'entrée avec un grand nombre de personnes, dont des personnes avec lesquelles on n'a pas spécialement d'affinité, ça va donner une alliance très fragile. Et là encore plus, puisque l'alliance allait être séparée en deux tribus. Et dans la forme non plus, la communication était trop affirmative, donc sujet au quiproquo derrière entre le « on était obligé d'accepter » et le « mais non, moi j'ai forcé personne ». Ensuite, à la réunification, on a Hugo qui intègre l'alliance de Claude. Très bon plan pour Claude, très mauvais pour Hugo. On en reparle un peu plus loin dans la vidéo aussi. L'après-réunification s'est passé assez classiquement, à part l'élimination de Namadia en début à cause du move de Clémence. Ça a été marqué aussi par l'affaire de Te Yura. Moi, ce que j'ai envie de souligner pour terminer cette rubrique, c'est que les 4 qualifiés directs pour la finale, ceux qui ne sont pas allés sur l'île des bannis, c'est 4 candidats qui cumulent 13 participations et aucun flambeau éteint, donc aucune élimination à un conseil. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Parfois, j'ai vraiment l'impression qu'on peut refaire 100 fois koh Lanta, c'est toujours plus ou moins les mêmes en finale, sauf surprise à des épreuves éliminatoires. On retombe sur les mêmes au bout du compte. C'est totalement normal de retrouver les mêmes. C'est toujours finalement les mêmes qui jouent bien et les mêmes qui ne jouent pas bien. Alors je me suis amusé à regarder le nombre de bulletins qu'ont eu les 4 finalistes contre eux dans toute leur histoire. Ça donne ça. J'ai fait un tableau. En gros, c'est un peu plus compliqué pour Phil, mais les 3 autres ont des saisons clean sheet à 0 bulletin. On peut dire que Laurent n'a même carrément jamais été en danger à un conseil en 3 aventures. Donc voilà, c'est pas étonnant de les voir en finale. Et justement, sur les poteaux, on s'est retrouvé avec un scénario classique, à savoir 2 gros profils de gagnants et une personne drawing dead, c'est-à-dire inéligible pour la victoire, puisque je pense que Laurent aurait perdu contre Claude et également contre Hugo. On peut dire aussi que Claude avait 2 chances sur 3 de gagner la saison, alors que l'épreuve était un must-win pour le plus gros profil de gagnant, à savoir Hugo. Allez, on passe maintenant aux enseignements stratégiques de la saison. On commence par rappeler les 2 éléments qui ont mené l'alliance des femmes à sa perte, puisque ça a pris une grande place dans la saison. Le nombre et la stratégie. Plus l'alliance comporte de monde, plus elle est fragile. Et plus le lien entre membres de l'alliance est volontaire et non naturel, plus l'alliance est fragile aussi. Plus de détails dans ma vidéo sur les alliances dans koh Lanta. Après, pour rester dans les alliances, il y a quelque chose d'important à souligner,
c'est le fait qu'à titre personnel, certains alliés nous avantagent plus que d'autres. En dehors du fait que c'est mieux de s'allier avec des non-profils de gagnants, avec des GOAT, je pense qu'on peut s'allier avec des profils de gagnants si on arrive à s'en débarrasser avant la finale. Comme l'a fait Claude, qui a été chercher Hugo au début de la réunification pour s'assurer des alliés. Et je me disais que c'est une vraie bonne idée de s'allier avec des personnes indécises et qui relativisent facilement. Alors, indécises et qui relativisent facilement, du coup, c'est surtout les énéatypes 9, comme Loïc ou Hugo. Parce que, d'un, ils sont plus sujets à accepter l'alliance qu'on leur propose, vu qu'ils savent pas trop quoi faire, donc il y a de fortes chances qu'ils acceptent. De deux, on peut les trahir au moment opportun pour s'en débarrasser. Il acceptera de s'être fait avoir et ne devrait pas nous en vouloir plus que ça, hein. Il ternira pas notre image dans le jury final. Et de trois, lui ne nous trahira pas, parce qu'une tentative de rébellion, c'est compliqué à mener pour un énéatype 9, qui va plus naturellement s'oublier en restant bien au chaud dans l'alliance, en se laissant guider. Donc, théoriquement, un allié parfait, c'est un allié peu encombrant pour la victoire finale, un allié inoffensif stratégiquement, sous-entendu fiable, hein, qui ne va pas se rebeller, et un allié qui acceptera de se faire trahir sans crier au scandale. Et il me semble que les types 9, comme Hugo, Loïc ou Théé, rassemblent les deuxième et troisième points, ce qui en font des alliés intéressants à aller chercher. Et maintenant, par rapport au concept de GOAT, hein, l'allié qu'on essaye d'emmener avec soi pour s'assurer la victoire face au jury final, eh bien cette saison m'a fait tilter un truc. En fait, il n'y a pas besoin que ce soit un non-profil de gagnant. Alors je vais reprendre mon diagramme de ma vidéo sur les profils dans koh pour expliquer ça. Si on est nous-mêmes un gros profil de gagnant, car on cumule un gros niveau social et un gros niveau sur les épreuves, donc on est ici, c'est même une bonne idée, je trouve, de choisir une GOAT qui a lui aussi un profil de gagnant, genre ici. Parce que dans ces saisons All-Stars, où les épreuves sont importantes, c'est peut-être plus difficile de garder un allié qui a un profil de pas dangereux. Du coup, ça peut rendre l'aventure plus facile de choisir un allié qui est légitime à aller en finale. On peut le protéger plus facilement, mais face à qui on gagnera quand même. En plus, c'est pas bête quand on sait qu'il va y avoir des épreuves éliminatoires aussi. Si on part de ce principe, on peut dire que dans cette saison, un Laurent a servi de GOAT à Claude au final. Après, ça reste un peu risqué quand même. Faut vraiment être sûr d'être un peu plus fort que lui. Parce que si lui, il commence à se réveiller sur la fin, à faire notamment des grosses perfs en finale, et que nous, à côté, on est nul, eh ben, on peut se faire avoir. Autre chose qui mériterait réflexion pour enrichir la théorie, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux dans cette saison, alors que c'est déjà le cas depuis quelques saisons, c'est le phénomène de double alliance. Comme les candidats ont été séparés puis remélangés, ils sont dans deux alliances différentes. Donc ça complique le jeu en début de réunification, au moment des retrouvailles. Par exemple, Laurent, il avait son alliance d'origine avec les hommes, et puis une alliance avec son équipe rouge. Donc aux ambassadeurs et à chaque conseil, l'idéal c'est de ne pas choisir entre ces deux alliances et d'éliminer du coup une fille jaune. Alors en réalité, il n'y a pas besoin de swap pour avoir des candidats qui sont en lice dans plusieurs alliances. Ici, ce que je veux souligner, c'est que le swap oblige tous les candidats à être dans deux alliances. Ce qui peut bloquer, ou du moins rendre beaucoup plus difficile, certaines manœuvres stratégiques. Alors dans cette saison, ça a donné lieu à quelques discussions entre Claude et Laurent, assez intéressantes. Claude, il arrive quand même dans l'équipe minoritaire à la réunification, donc il aurait pu être quelque peu en danger. Alors les frissons se sont vite dissipés, mais en tout cas c'est intéressant. Voilà, je pense que ça favorise en fait soit un gros rapprochement avec le noyau, avec les personnes qui sont présentes dans notre double alliance. Donc en l'occurrence ici pour Laurent c'est Loïc, Namadia et Théé. Sinon ça favorise les reconstructions d'alliances
où chacun va devoir faire plus ou moins de compromis à chaque conseil en fonction de la position de force du candidat ou de son talent de persuasion. Enfin, l'évolution des profils, c'est quelque chose que cette saison a beaucoup mis en lumière grâce à son twist. Cependant, c'est bon de rappeler que c'est tout le temps le cas, hein, que les profils des candidats évoluent au fur et à mesure que les jours passent. La théorie nous indique d'éliminer les profils de gagnants, donc prendre en compte cette évolution, ça me paraît indispensable hein, pour optimiser ses chances de victoire. Au début de cette saison, par rapport à leurs antécédents, les cibles évidentes, c'était Claude, Laurent, Clémence et Jade, et dans une moindre mesure, Thé, Hugo et Freddy. Finalement, plus on s'approchait de la fin de la saison, plus les profils de gagnants se sont réduits surtout à Claude et Hugo, dans une moindre mesure Laurent et Loïc. Cependant, Laurent a quand même un profil de gagnant plus petit qu'au début. Et à l'inverse, des Jade et des Thé ont petit à petit glissé vers des profils de pas dangereux. Allez, maintenant on va analyser la dynamique de la saison et les styles de jeu de chacun en fonction de leur personnalité. Alors je ne vais pas parler de tout le monde, hein, ça sert à rien. Je vais faire les plus importants. Je commence par le premier éliminé, Hugo. Hugo c'est un 9 alpha. Éliminé en premier, c'est assez logique. L'allié d'un 9, c'est le temps. Il a besoin de temps pour se faire sa place, pour se faire accepter et apprécier, à cause de sa discrétion. Par contre, derrière, à partir du moment où il revient, on vient de le dire, hein, il avait un énorme profil de gagnant. En plus, il enchaîne sur 3 immunités et le dernier duel dans l'arène. Toujours très humble, très calme. Il n'y a aucune vanité chez lui, alors qu'avec tout ce qu'il a gagné, il aurait pu montrer un peu plus encore de fierté. Mais à cause de sa fixation d'oubli de soi, les 9 détestent se mettre en avant. C'est pour ça hein, qu'ils sont discrets au montage en général. Tant que j'y suis, on va parler de Loïc, un 9 mu. Alors pareil, Loïc, très sympa, très humble. Et voyez, la différence principale, c'est la variante avec Hugo. Loïc est plus émotif et moins réfléchi, puisqu'il a le centre émotionnel en support et le centre mental réprimé. Namadia, je vais pas m'étaler dessus. J'en ai parlé dans ma vidéo Les erreurs de la chaîne. Donc je m'étais trompé, hein. Dans ma vidéo sur les prévisions, j'avais dit qu'il était 8, alors que non, c'est un 7. C'est bien pour ça aussi, les saisons All-Stars, ça permet de revoir les candidats dans un nouveau contexte, de les réanalyser. Bon, en gros, on a vu un Namadia comique, très pote avec Laurent et Jade, et avec un niveau social quand même très bon. Pareil du coup pour Phil, j'ai commis une erreur de typage hein, dans ma vidéo du mois d'avril où je disais que c'était un 3. Non, Phil c'est un 4. Plus de détails dans la vidéo Les erreurs de la chaîne. Dans cette saison, il s'est distingué par son faux collier, surtout au dernier conseil, histoire de marquer les esprits de manière originale. Sinon, candidat très touchant, très sensible, dans l'affectif, hein, puisqu'il a le centre émotionnel préféré vers l'intérieur. Kumba, une 7 alpha à L8. On a vu beaucoup d'ego chez Kumba. Alors généralement, les personnes pour qui on trouve facilement les énéatypes, c'est pas bon signe hein, pour eux. Leur ego est très fort, donc ça veut dire qu'ils vivent pleinement leur cercle vicieux. Donc oui, Kumba c'est une 7 à forte L8. Les 7 d'habitude, c'est les champions de l'amnésie. Pour éviter la souffrance, ils vont oublier les événements désagréables. Les 7 à L8, par contre, ils aiment bien garder en mémoire certains événements désagréables et ils prennent leur plaisir dans des fantasmes de vengeance. Alors, elle a dit une phrase qui traduit bien le fait qu'elle est motivée par l'évitement de la souffrance. C'est en parlant de Clémence. « J'ai décidé de l'effacer de ma vie. Quand on me fait du mal, je ne redonne pas l'occasion à cette même personne de me refaire du mal. » Donc la fixation d'échappatoire est perceptible hein, dans le début de la citation. D'ailleurs, elle n'était pas sur le plateau de TF1 à la finale. La fixation est présente encore. Hein. On peut penser qu'il y a une motivation égotique. Hein. Ça la faisait chier de venir, donc elle n'est pas venue. Ce qui était visible en plus chez Kumba, c'est le locus de contrôle externe.
ça veut dire que c'est jamais de sa faute en fait. Là aussi, hein, c'est typique des 7 à L8 qui compilent le côté narcissique du 7 avec le déni du 8 qui refuse d'accepter ses torts. Alors par ailleurs, avant tout ça, les énéatypes 7, je dirais que c'est ceux qui sont le plus sujets à être des électrons libres par leur désir de liberté. Donc théoriquement, un 7 peut aimer faire plusieurs alliances, hein. Il y a de l'intempérance, toujours plus d'alliances, même des alliances dans les alliances. Alors de toute façon, si un 7 aime bien la stratégie, ça peut vite se transformer en overplay. Le centre mental, il est préféré, ça plonge dans le futur. Et le 7, il évite la souffrance en anticipant. Et je trouve que la saison de Kumba, elle résume bien ça. Elle a voulu faire une alliance de filles, et hop, dès que ça marche plus, dès qu'il y a une perception de la souffrance, on anticipe, on s'échappe de l'alliance, on rejoint Claude. Après, à son élimination, pareil, il y a ce désir d'échapper à la souffrance en coupant les explications de Clémence. Donc voilà, trop de stratégie, pas assez d'engagement, elle prend pas les responsabilités, et des caprices aussi, comme le fait de vouloir que des femmes en finale. Bref, beaucoup d'ego qui finalement m'a personnellement assez déçu sur cette saison. La faute à son ego trop fort. Bon, après, quand on connaît l'énéagramme, on ressent aussi de la compassion pour Kumba, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de lâcher prise quand on est embarqué dans la spirale négative de son ego. On va parler de Clémence maintenant, qui a réussi à développer un jeu plus agressif qu'à l'accoutumée, ce qui est relativement difficile à mettre en place pour une neuf comme Clémence. Ça nécessite un minimum d'intégration. Bon, le contexte a beaucoup aidé aussi, bien sûr, hein. Je pense pas que Clémence serait joué comme ça si c'était son premier Koh-Lanta. Là, dans un All-Stars, elle connaissait déjà ses adversaires. C'était pas tous des inconnus. Et voilà, au 4e Koh-Lanta, on sait où on met les pieds. C'est plus intuitif et plus facile d'utiliser la stratégie dans une saison All-Stars. C'est une compétitrice aussi, hein, à dominance orange. L'évitement des conflits, c'est synonyme de ne pas essayer de s'en sortir. Donc elle se bat, elle essaye de gagner. Par rapport à l'embrouille avec Kumba, on a bien vu la différence entre une 7 et une 9. Kumba est cherché à éviter la souffrance en refusant de parler à Clémence, tandis que Clémence cherchait à éviter le conflit en étant ouverte au dialogue pour dissiper la mauvaise ambiance. Alors, je soupçonne Clémence d'avoir une forte L1 qui lui apporte de la colère et du perfectionnisme. Ça se voit, je pense, notamment à la fin des épreuves. À chaque fois qu'elle crie, qu'elle sort toute sa rage, on voit là toute la colère du centre instinctif qui est expulsée, qui sort. Donc dans cette saison, c'est surtout au moment de l'épreuve des dominos, quand elle réintègre le jeu à la réunification. Mais voilà, elle nous avait déjà fait le coup aussi, hein, dans ses précédents Koh-Lanta sur d'autres épreuves. Alexandra. Alex, c'est une 4 alpha. Elle n'a pas aimé l'alliance des filles, hein. Elle se sentait pas à sa place. Elle s'est assez vite émancipée avec sa compère Alix. Le 4, il aime pas suivre un groupe anonymement, hein, et encore moins quand il a le sentiment de ne pas avoir été respecté. Alexandra, je pense, a dû ressentir ça dans la manière de parler de Kumba. Il vaut mieux prendre des pincettes, hein, quand on parle à un 4 parce qu'il peut se sentir blessé facilement. Un peu plus tard dans la saison, elle vote Namadia. Ça a surpris tout le monde, donc on retrouve bien ce style de jeu imprévisible, intrépide de l'énéatype 4. Je pense qu'en fait, pour bien intégrer un 4 dans une alliance, il faut lui accorder un statut particulier qui sort du lot. Comme ça, on fait plaisir à son ego. Le 4, il a le sentiment d'être spécial, d'être différent. Ou sinon, tout simplement, il faut surtout devenir ami avec, créer une relation sincère. Les 4 aiment bien l'authenticité. Et uniquement dans un deuxième temps, on lui parle de stratégie. Et c'est vrai que si on parle à un 4 de stratégie directement, ça va pas le faire. À l'opposé de ce style de jeu, on va retrouver celui de l'énéatype 6, représenté dans cette saison par Jade. Jade qui reprochait à Alix et Alex leur manque de fiabilité. Le 6, il rêve de se trouver un groupe et de s'y conformer en étant loyal envers lui. Quand l'instinct social est blessé en S+, ça crée le sous-type devoir.
Le 6 est fier d'appartenir à son groupe social et de faire son devoir pour que le groupe continue d'exister et de bien fonctionner. Jade, elle a tout fait pour pérenniser l'alliance féminine. Elle est tombée de haut quand ça a volé en éclats. C'est très désagréable pour un 6, ça, de sentir qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un, alors qu'elle, en contrepartie, elle fait tout pour sauver le groupe. Et quand les personnes sur lesquelles elle s'appuie se font éliminer, comme Namadia, il y a le monde qui s'écroule en fait. Un 6, il ne peut pas rester tout seul. C'est pas possible. Il faut qu'il soit inséré dans un groupe. Donc au conseil, il y a eu l'envie d'abandonner en guise de loyauté envers Namadia. Alors derrière, dans les épisodes d'après, elle s'est fait prendre en charge par Laurent d'une certaine manière. Au destin lié, Laurent a préféré voter contre le duo Thé et Christelle plutôt que Jade-Sam. Bon, il y a sûrement l'histoire de la triche là-dedans. Mais encore au conseil d'après, elle est en balance avec Alix et Claude et Laurent ne votent pas contre elle. Donc on voit bien, je trouve, la faculté d'un 6 de se faire des alliés, de se faire protéger. C'est assez puissant chez eux, et encore plus chez la variante alpha, et encore plus avec l'instinct social blessé, ce qui en l'occurrence est le profil de Jade. Sam, un énéatype 1 mu avec je pense une L9. On a vu chez Sam de l'admiration envers ses compagnons d'infortune, toujours une mentalité centrée en bleu. Ses décisions dans le jeu sont guidées par ce qu'il estime être le bien et non par volonté stratégique. Chez le 1, le bien se confond avec ses idéaux. Donc Sam a tenu à aider activement Teyura à la première épreuve. Il a dû éprouver pas mal d'insatisfaction, de colère contre lui-même tout au long de la saison à cause de ses performances sur les épreuves qui étaient en deçà de ce qu'il aurait pu faire. Ça s'est vu surtout sur son dernier épisode avec l'épreuve de l'étoile et la dernière immunité qui a vu son élimination. Sinon, socialement, on a perçu de la fermeté dans l'épisode de la construction du radeau. Il y a Claude qui lui demande de l'aide pour faire des nœuds et Sam il refuse de prêter main forte en restant ferme sur ses positions. Au passage, on voit aussi de l'oubli de soi qui lui vient de son L9. Il reste dans l'ombre, il n'ose pas donner ses points de vue, ses idées. Bon, au final, quand un candidat est un énéatype 1 mu à L9 centré en bleu et qui plus est introverti, sur le modèle du MBTI, ça donne un candidat discret, qui n'est pas stratégique, qui n'est pas très bon socialement non plus. Alors si en plus il n'est pas à la hauteur sur les épreuves, c'est sûr que c'est compliqué. Teyura, un 9 mu, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on l'a pas beaucoup vu, si ce n'est pour l'histoire de la triche. Avant ça, en bon 9, T est resté très discret. Pas grand chose à dire sur lui, actif sur le camp mais sans se montrer. Il a accepté sans rechigner la sanction de la production, pas d'excuses, il n'a pas cherché à se défendre. Il a évité le conflit en assumant sa triche. Alix maintenant. Alors Alix, c'est une 8 mu. Elle nous a pris la casquette de la stratège. C'est parti un peu dans tous les sens. Je trouvais que c'était pas très structuré comme façon de jouer, ce qui dirigerait bien vers un centre mental réprimé. En plus, c'était porté vers le risque, le fait d'oser des choses. Le 8 adore passer à l'action, en général, il aime bien les challenges et la prise de risque, parce que quand ça marche, il se sent plus fort, quitte à être excessif des fois. Alors par exemple, quand elle a fait croire à Laurent qu'elle avait un collier au moment des destins liés, j'ai pas trop compris la plus-value. De toute façon, Laurent ne voulait pas voter contre le binôme de Phil. On a aussi vu pendant un moment l'envie de vengeance contre Jade, qu'elle ne supportait pas. Bref, un style de jeu combatif, tel qu'on pouvait l'attendre d'un 8 qui ne lâche jamais rien, mais qui en fait trop, et en l'occurrence pour Alix, de manière désordonnée. Claude, un 8 alpha. Toujours pareil, Claude, c'est un homme de terrain, il est dans l'action, toujours dynamique, infatigable. L'environnement de koh est un environnement très adapté au 8, puisque l'émission est une émission de type 8. Le thème de la survie convient parfaitement à Claude, qui a l'instinct de conservation blessé,
Il adore ce sentiment d'être un survivant, hein. Il adore aller pêcher. Il est excessif, il monopolisait le harpon, comme disaient les autres. Il ne revenait pas tant qu'il n'avait pas pêché un minimum de poissons. Bon, au-delà de ça, toujours très volontaire et très déterminé. Le centre mental est en support, hein, c'est l'inverse d'Alix. Lui, ses stratégies sont raisonnées, réfléchies. Il pèse le pour et le contre avant de prendre ses décisions. Stratégiquement, il y a toujours aussi cette ambiguïté chez Claude, où sa perception de la faiblesse oscille entre son bleu et son orange. Deux niveaux d'existence qu'il affectionne. Il est revenu pour enfin gagner koh si possible, mais il veut quand même valoriser ceux qui méritent. Par exemple, à l'épisode 9, il vote Alix parce qu'il estime Clémence plus méritante, elle s'affirme dans le jeu, ce qui en bon 8 lui plaît. À l'épisode 10, celui des destins liés, il vote Phil en disant que c'est par rapport à son rôle d'ambassadeur qu'il n'a pas tenu. L'élimination de Kumba lui est restée en travers de la gorge, hein, je pense. Il y a de la vengeance derrière son vote. Dans les épisodes 11 et 12, il n'arrête pas de répéter qu'Alix, il vaut mieux la voir en finale parce qu'elle gagnera jamais. Et pourtant, il met son double vote contre elle pour venger Thé et Christelle. Encore une fois, c'est l'envie de se venger qui l'a emporté. Bon, à côté, on sent quand même son désir de victoire, hein, en voulant éliminer Hugo à la fin parce qu'il le sent trop aimé du jury final. Et finalement, au dernier conseil, épisode 13, pareil, bizarrement, il vote Jade au lieu d'Hugo. En tout cas, stratégiquement aussi, il est dans l'action, il aime maîtriser son aventure, il prend de la place dans les alliances, il n'attend pas, hein, pour aller chercher des alliés, il ne veut pas subir son aventure. On finit avec Laurent, un 7 alpha dont on a bien reconnu le style de jeu divertissant. Il cherche à kiffer, même la position d'ambassadeur l'a fait kiffer. Il a fait office de joyeux bout en train, toujours là pour déconner, même avec Sam à la fin, avec tout le monde. Il s'est lié d'amitié avec Loïc aussi, dont il appréciait son côté je me prends pas la tête et je profite de l'aventure, à la recherche du maximum de plaisir, et du coup toujours aussi fort socialement grâce à son humour notamment, à son instinct social en S+, qui crée le sous-type sacrifice. Par ailleurs, Laurent semble en permanence dans la séduction, donc il aurait aussi l'instinct sexuel blessé en X+, qui chez le 7 donne le sous-type imagination. Ses réponses aux questions de Denis au conseil de l'épisode 13 sont très éloquents sur son profil énéagramme, un 7 alpha de sous-type social sacrifice. Il a dit « Quand on a la possibilité de faire un koh et de s'évader, on est obligé de partir. J'ai vécu dans la tristesse pendant plus d'1 an et demi. Je voulais vraiment rencontrer des gens et leur apporter le sourire. J'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de rendre les gens heureux. Franchement, koh c'est trop bon. C'est addictif et c'est une souffrance qui fait du bien. » Donc là, en 3 phrases, il a tout dit. La passion d'intempérance dans son addiction pour koh, la fixation d'échappatoire pour s'évader et fuir la tristesse, l'évitement de la souffrance dans sa recherche, c'est un plaisir un peu masochiste, mais Laurent aime bien les souffrances occasionnées par l'émission, il prend du plaisir à faire koh, et le sous-type social sacrifice qui pousse le 7 à répandre de la joie autour de lui. Bien, voilà pour ce qu'il y avait de plus important à dire, hein, les protagonistes qui ont mouvementé la saison. On va passer à l'élection du MVP maintenant, le meilleur joueur de la saison. Alors dans cette section, je vais en profiter pour mettre en avant certains candidats, même s'ils ne seront pas MVP évidemment. Déjà Alexandra, souvent sous-estimée, mais Alexandra, elle est très forte. Sur les épreuves, elle est impressionnante. En tout cas, moi perso, elle m'a bluffé presque à chaque fois. Donc bravo Alex. À côté de ça, elle a un bon social et elle est intelligente. Elle pâtit juste de son style de jeu un peu intrépide, hein, qui lui vient de son énéatype 4. Sinon, globalement, je trouve que c'est une bonne candidate de koh. Et Loïc aussi, j'ai envie de le mettre en avant parce que je trouve qu'il est très fort dans les épreuves. Quand on pense aux meilleurs dans les épreuves, on va citer Claude, Thé, forcément. Après, on pense à des Jade, Laurent ou Hugo. Mais moi, je trouve que Loïc, il est plus fort que des Jade ou Laurent. Il est plus complet, en fait, plus polyvalent, plus performant, tout simplement. Que ce soit sur les épreuves en équipe
ou en individuel. Et ça s'est bien vu sur cette saison, je trouve. Alors, ce qui est drôle, c'est que là, les deux candidats que je viens de mettre en avant pour leur performance sur les épreuves, Alex et Loïc, se sont fait éliminer sur des épreuves. C'est un peu le comble de l'histoire. Bon, après, faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, hein. Pour moi, Alex et Loïc restent globalement doués dans les épreuves. Bon, au vu de la saison, le titre de MVP s'est joué toute la saison entre Claude et Hugo. Alors la réponse pourrait prendre 2 secondes en disant qu'on ne peut pas être élu le meilleur joueur si on a triché, si on ne respecte pas les règles du jeu. Donc de fait, le MVP est Hugo. Cependant, j'ai quand même envie de faire une analyse de leur jeu en mettant de côté l'histoire de la triche, parce que c'est très intéressant à faire, je trouve. C'est deux candidats très différents. Il y a énormément d'atouts et d'arguments des deux côtés. C'est pas parfait non plus, hein. De chaque côté, il y a des défaillances, des déviations de la théorie du jeu. On va commencer par Claude, mais juste avant, je dis une phrase sur Laurent, qui pourrait être dans l'équation, mais je trouve qu'il a un style de jeu et un parcours similaire à Claude, tout en étant moins fort sur le camp et dans les épreuves. Donc il ne peut pas être le MVP pour moi, malgré sa très belle victoire sur les poteaux. Donc Claude, au niveau des points positifs, le plus important, c'est de comprendre le jeu pour pouvoir s'y adapter. Et de ce côté-là, Claude a une maîtrise quasi absolue de l'aspect tactique de la stratégie, grâce à sa bonne vision du jeu, son expérience et sa grosse faculté d'adaptation. J'ai trouvé son social excellent, proche de ce qu'il avait montré à l'île des héros, en encore mieux, hein, car il n'a même pas fait de leçons de morale comme il avait fait à Inès. Il aurait pu le faire un petit peu à Sam, hein, qui refuse de faire les nœuds, à Phil, qui joue mal aux ambassadeurs. Mais globalement, il s'est retenu et il a montré un côté assez jovial qui lui vient de son L7, je pense. Résultat, 0 vote contre lui pour aller en finale. On ajoute à cela des performances sur les épreuves toujours impressionnantes, hein. Le parcours du combattant, le paresseux, le bambou sur la tête, même en puzzle et en dextérité, sur l'avant-dernier confort et le dernier totem. Bref, 5 victoires et pas des moindres. Il banalise un peu l'excellence, hein. Le mec qui gagne en moyenne 6 épreuves par koh, au calme, comme si c'était facile. En plus, dans tous ces chiffres, on ne parle jamais des épreuves par équipe aussi, où chaque fois Claude est très bon également, bon, même si cette année, c'est vrai qu'il a beaucoup perdu en équipe. Le tableau est déjà très flatteur, mais il n'est pas complet. On n'oubliera pas quand même toutes ses qualités de survivaliste. Ça aussi, hein, ça passe un peu à l'as. Quand on pense à Claude, on pense aux épreuves. Mais il n'y a pas beaucoup de candidats qui peuvent se targuer d'être meilleurs que Claude en survie. Point négatif maintenant. Alors finalement, le seul reproche qu'on peut faire à Claude sur cette saison, c'est l'aspect technique de la catégorie stratégie. C'est-à-dire qu'il a un blocage à appliquer sa bonne vision du jeu. Il a la vision du jeu parfaite, mais dans la réalisation, ça bloque. C'est ce que j'avais appelé le cas B, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo, le petit plaidoyer pour la stratégie. En l'occurrence, Claude, il subit le gros point faible des énéatypes 8 en matière de stratégie, c'est la vindicativité. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. À l'épisode 9, il vote contre Alix au lieu de Clémence. Bon, ici, il n'y a rien de personnel, hein, c'est lié à son niveau bleu. Il va punir ceux qui sont éloignés de la vérité ultime, ceux qui, selon lui, méritent moins, tout simplement. À l'épisode 10, il vote contre Phil. Bon là, ok, il se venge, mais on va dire que ça l'arrange aussi dans le jeu, donc c'est bien joué, par coïncidence. Épisode 12, il fait son double vote contre Alix, alors qu'il y a la possibilité d'éliminer Jade, qui est un peu plus dangereuse qu'une Alix a priori dans les épreuves de la finale, puisqu'elle a l'expérience. Épisode 13, il vote contre Jade au lieu d'Hugo, qui lui est beaucoup plus dangereux que Jade pour la victoire finale. Donc voilà, en ce qui concerne Claude. Maintenant Hugo, alors point positif, il a un social de quantité, il fait l'unanimité, hein, tout le monde le trouve bien agréable comme personne, grâce à un gros capital sympathie. Après, dans cette saison, il s'est illustré sur les épreuves. 4 victoires sur 5 sur l'île des bannis pour atteindre la réunification, plus 3 totems,
plus la dernière victoire dans l'arène haut la main, plus l'orientation. Alors c'est tout simplement époustouflant, mais avec le recul, c'est pas non plus hyper surprenant. Alors regardez, j'adore les statistiques moi, et je me suis amusé à faire un tableau des épreuves individuelles d'Hugo, y compris avec la saison 12. Et là, on se rend compte qu'il a toujours été très bon sur les épreuves. En 2012, il avait fait 4 fois premier et 5 fois deuxième. Cette année, 9 victoires. Donc au total, il a participé à 34 épreuves individuelles dans son histoire avec koh. Et sur ces 34 épreuves, eh bien 22 fois, il a terminé soit premier, soit deuxième. Donc en gros, presque les 2 tiers du temps. Et en plus, c'est pas dans les stats, mais j'ai envie de le souligner, sur le parcours du combattant de la légende, il a fini 3e juste derrière Claude et Laurent. Donc voilà, Hugo toujours excellent sur les épreuves car très polyvalent. Certes, les épreuves de l'arène ont moins de concurrents, hein, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est facile à gagner. On ajoutera qu'en survie, Hugo est quand même bien débrouillard également. Point négatif maintenant, là où ça pêche pour Hugo, c'est que contrairement à Claude, il y a de vraies lacunes stratégiquement parlant, et ça s'est matérialisé dans cette saison par 2 éliminations au conseil. Il se fait éliminer au 3e jour, il profite du twist pour revenir. Quand il revient à l'épisode 8, il va s'allier avec Claude et consorts, ce qui est théoriquement mauvais, hein, car il s'allie avec des profils de gagnants, et en l'occurrence surtout avec des personnes malignes, prêtes à le trahir. En bref, des alliés dangereux pour la victoire finale, et pas si fiables que ça. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit, puisque Hugo s'est fait éliminer au dernier conseil. En fait, les seules fois de l'aventure où il a fallu prendre des positions stratégiques, Hugo il s'est planté. Ces 2 éliminations, ils montrent bien pourquoi un type 9 va avoir plus de mal à gagner une saison All-Stars. C'est des saisons où la gestion de l'image ne suffit pas pour survivre au conseil. Donc pour l'élection du MVP, qui à mon sens est une élection qui se place dans la pratique, hein, qui prend en compte les circonstances de la saison, certes Hugo a un parcours de malade, mais Claude a un parcours très propre, et c'est ce qu'on demande à la base hein, à un candidat de koh, c'est d'éviter d'être sur la sellette. Donc contrairement à Hugo qui fait une belle aventure grâce à une seconde chance, Claude n'a pas eu besoin de seconde chance. Il répond aux critères du candidat qui a le mieux géré sa saison. Alors par contre, si Hugo avait en plus de tout ce qu'il a gagné les poteaux, j'aurais mis Hugo en MVP. De toute façon, si le gagnant des poteaux est le gagnant de la saison, c'est quasiment impossible qu'il ne soit pas élu le meilleur joueur de la saison. Ceci à cause de la grandissime importance de l'épreuve des poteaux dans le dénouement de la saison. Alors dites-moi dans les commentaires hein, votre MVP de la saison et quels sont vos arguments pour l'élire. Alors dernière précision, indépendamment de ce titre de meilleur joueur de la saison qui se joue à rien du tout, hein, du coup qui se joue sur les poteaux, je précise quand même que dans la théorie, Claude est un bien meilleur candidat qu'Hugo. C'est-à-dire que si Hugo et Claude faisaient 100 fois koh, alors pas forcément cette saison-là, hein, ça peut être avec d'autres thèmes, d'autres contextes, koh en général, eh bien Claude gagnerait plus souvent qu'Hugo, à mon avis. On termine cette vidéo par le résultat du jeu des pronostics que j'avais lancé dans ma vidéo sur les prévisions. Je vous mets ici le tableau avec toutes les cotes. En rouge, c'est perdu, en vert, c'est gagné, et en gris, c'est remboursé. Donc je vous cache pas qu'avec cette histoire de triche, ça m'a bien emmerdé. Donc j'ai été clément, j'ai décidé d'annuler les cotes de la victoire finale. Ça veut dire que peu importe qui vous avez misé, vous êtes remboursé. Alors je ne pouvais pas considérer Claude comme gagnant, parce que s'il a vraiment triché, et a priori c'est le cas, forcément il est disqualifié. Hein. Donc voilà, le classement final du jeu. On était 14 participants à avoir joué dans les temps hein, avant que la saison commence. Je remercie tous les joueurs, c'est sympa hein, de s'être prêté au jeu. Et vous voyez que n'y a pas eu photo. Le grand gagnant est Mathis
qui a littéralement défoncé tout le monde. Il a transformé ses 100 unités en 20 933. Je vais vous montrer son pari, puisqu'il en a fait qu'un. Il avait misé ses 100 unités sur Claude, Laurent, Jade, Hugo en finale. Cote de 210. Bravo Mathis. Le podium est complété par Kajiman N Sanity et Didi B. Bravo les gars. Bravo à tous. J'espère bien sûr qu'il n'y a pas eu de triche. De toute façon, j'ai décidé de mener une enquête parce que je trouve que terminer ce jeu avec plus de 58 points, c'est quand même très louche. Donc je vais ouvrir une enquête et faire superviser les résultats par un huissier. En attendant les conclusions de l'enquête, le résultat est invalidé. Donc personne n'a gagné. Bien, voilà, la saison La Légende est finie. Mon bilan se termine également. Alors, en dehors de toutes les affaires qu'il y a eu, on peut retenir du positif quand même. Personnellement, ce sera l'épreuve des paresseux et le parcours formidable d'Hugo. Voilà, je pense qu'il y a eu quand même des belles épreuves et le twist aussi était intéressant, j'ai trouvé, de l'île des bannis. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Laissez-moi votre avis dans les commentaires sur tout ce que j'ai dit. Et je vous dis à la prochaine. Maratane.